Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Coast to Coast avec un invité que vous commencez à bien connaître, notre insider exclusif du côté de San Antonio. Je suis avec Benjamin Moubèche. Salut Ben, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. Pour tout vous dire, pour rien vous cacher, on enregistre cette vidéo après les résultats des élections présidentielles. Donc ayez un petit peu pitié de nos mines dépitées. Non pas qu'on parle de politique sur cette chaîne, mais quand même, c'est pas des nouvelles très réjouissantes. Bon, bref, on va parler de choses qui nous importent réellement. On va parler de basket. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui Benjamin, du coup, Ben, qui est de retour à San Antonio. Bah écoute, déjà parle-nous un petit peu de ce retour à San Antonio. Comment se passe ton début de saison et comment vas-tu plus globalement? Bah écoute, ça se passe très très bien. Déjà, je suis très content, tu vois, d'être de retour parce que les terrains, ça m'avait manqué, les confs de presse aussi. En plus, dès mon retour à Dallas, en l'occurrence, je me suis fait vanner par Victor parce que j'avais une veste couleur un petit peu Mavericks. J'avais pas calculé sur le moment. Mais tu vois, le fait d'être accueilli comme ça m'a fait plaisir. Tu vois, ça te remet dans le bain directement. Donc franchement, ça va très très bien. Je suis sur les bases d'une bonne saison. En plus, maintenant, je suis avec un pote journaliste avec qui je faisais le carton pour ceux qui me connaissent depuis l'analyste, avec qui j'ai fait pas mal de projets basket. Donc, je l'ai ramené avec moi. Donc, c'est pareil, c'est un peu plus ambiance camaraderie, on s'amuse. Donc, franchement, grosse saison en approche. Je suis très, très content d'être là. Bon, bah, c'est très, très cool, c'est très, très cool ces bonnes infos. Nous, je t'avoue qu'on est bien content aussi de t'avoir sur place. On a suivi ce petit bif avec Victor qui te pointait du doigt et cette veste bleue. Je t'avoue que ça nous a bien fait rigoler. Donc, en tout cas, on va profiter de ta présence et de tes analyses sur place pour avoir des infos. Et sans plus attendre, bah, écoute, je te propose qu'on passe un petit peu au vif du sujet. On va essayer de rentrer dans plusieurs points pendant cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, faire un petit retour sur le début de saison des Spurs, la présence ou non de certains joueurs pour cause de blessures, l'intégration des nouveaux et des nouveaux vétérans finalement, et aussi des plus jeunes. On va faire aussi un petit point sur, bien évidemment, ce qui peut nous intéresser autour de Victor, son début de saison, les complications qu'il rencontre. Et son adaptation aussi en termes de jeu, parce que faut relativiser, tout n'est pas acheté, loin de là. On fera aussi un petit point sur l'état de santé de Pop, notamment lié aux dernières informations qu'on a pu avoir ces derniers jours, avec un Pop qui semble un petit peu fatigué. Et puis on se projettera aussi rapidement sur la saison des Spurs, sur ce qu'on avait dit pendant les previews et ce que les insiders pouvaient espérer pour les Spurs, et ce qui, après 2 semaines de jeu, semble plutôt se dessiner pour la saison des Spurs. Sans plus attendre, je te propose qu'on parte sur un petit bilan de ce début de saison des Spurs. Euh, après quelques matchs joués, si je dis pas de bêtises, on est sur un bilan de 3 victoires, 4 défaites sur C'est ce ça. début de saison. Donc un bilan plutôt mitigé. Toi, comment tu le ressens, ce début de saison des Spurs? Honnêtement, moi, je suis plutôt, si on vise les résultats, je suis plutôt satisfait dans le sens où le calendrier du début de saison était pas du tout évident. Il y a des défaites contre les Mavericks, contre le Thunder qui sont plus que logiques. On parle des Spurs quand même, c'était l'avant-dernière équipe de la conférence. Et en face, c'est les finalistes NBA et peut-être la meilleure équipe de la conférence Ouest. Il y a une victoire contre les Rockets déjà, c'est satisfaisant. Ils assurent contre le Jazz. En fait, finalement, je trouve que les résultats sont plutôt même positifs parce qu'il y a cette victoire contre les Wolves qui est une bonne surprise. Donc en fait, sachant qu'il te manque encore David Vassell, que tu as perdu Trey Jones en début de saison, et que donc ton équipe, elle est encore très très jeune et elle manque d'expérience, ces victoires-là, elles sont plutôt rassurantes. Ensuite, je sais pas si c'est un élan suffisant pour se dire c'est une équipe de playoff, c'est une équipe de play-in. N'empêche que je suis plutôt rassuré. Et c'est pareil au niveau du fond de jeu, il y a des choses qui se mettent en place. On voit vraiment l'importance de Chris Paul là-dedans, Harrison Barnes qui contribue bien. Et ensuite, voilà, il y a des galères avec Victor qui fait pas un début de saison à la hauteur des attentes. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Il y a encore un manque avec les blessés dont j'ai parlé juste avant. Mais globalement, je pense que le tableau est, on peut dire, neutre plus ou un peu rassurant. Ouais, ouais, complètement. On va essayer de décortiquer les deux aspects du terrain qui se présentent à nous. Premièrement, l'aspect défensif. On avait déjà des certitudes sur les capacités défensives qu'avait Victor, et on avait des gros doutes sur comment il était entouré. Là, on sent que défensivement, l'ossature tournait autour de Jérémy Sohan et Victor Wembanyama. Tu sens qu'Alchimi est là. Tu as le 6e rating défensif de la ligue sur le début de saison, en encaissant, je crois, aux alentours de 109,6 points par match. Donc, globalement, là-dessus, tu as des certitudes. Tu attends quand même la progression de certains joueurs. Tu sais que Chris Paul va forcément
va pas falloir attendre des miracles de son aspect défensif, mais tu attends quand même le développement de certains joueurs défensivement. Par contre, il y a des vraies galères offensives. C'est-à-dire que tu es le 27e offensive rating de la ligue en mettant à peu près un peu moins de 109 points par match. Donc, tu vois, il y a déjà un delta négatif entre le défensif et l'offensive rating. Et dans le contenu des matchs, surtout sur le début de saison, il y avait ce côté où, globalement, je sais pas, tu vas me donner ton avis, moi j'avais quand même l'impression qu'il n'y avait pas une grosse évolution dans le jeu. Au contraire, j'avais même des fois l'impression que il y avait ce côté un peu régression où tu sentais que malgré l'absence de Devin Vassell, tu t'attendais peut-être à avoir un peu plus comment dire, je sais pas si c'est de réflexe ou d'habitude dans le jeu offensif, notamment lié à Victor, mais c'était pas fou. C'était pas forcément très beau ce qu'on voyait. On sentait que il y avait des systèmes qui étaient pas forcément mis en place pour Victor. Énormément de shoots à 3 points, ce qui a été contesté par certains et qui a été très bien expliqué dans certains threads que tu as relayés, notamment sur Twitter par d'autres. Comment tu le sens, toi, ce début de saison, notamment offensivement du côté des Spurs? Est-ce que toutes ces discussions qu'il y a autour de l'utilisation de Victor te posent des questions ou te semblent finalement logiques sur une saison 2 où les équipes ont aussi plus de temps pour le scruter et l'attendent maintenant défensivement? Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre majoritairement, c'est que Victor, maintenant, il est vraiment défendu comme une star. Les équipes d'en face, elles arrivent, elles ont un plan contre Victor. Tu vois, c'est le joueur contre lequel les équipes vont faire leur game plan. Donc, fatalement, il a moins d'impact. Ensuite, il y a l'espace autour de lui. Et ce que je trouve vraiment décevant depuis le début de la saison, c'est le fait que cet espace-là soit pas bien exploité. Alors, Jeremy Swan l'exploite bien avec ses cuts, avec son pick and roll avec Chris Paul. Il fait un très bon début de saison, mais c'est aussi un joueur qui réduit ton spacing. Et du coup, les Spurs, c'est une des équipes qui tire le moins bien à 3 points, qui tire le moins à 3 points. Victor a sa part de responsabilité là-dedans. Et aussi, quand on regarde les stats de Keldon Johnson, qui est très peu adroit sur le début de la saison, c'est pas ce qu'on veut voir. Chris Paul, c'est pareil, il est quand même en baisse parce qu'il vieillit et qu'il est un petit peu, voilà quoi, il est un peu plus limité qu'avant. Donc, je trouve qu'il y a des déceptions par rapport à ça. Ensuite, le plus gros changement dans le jeu des Spurs, finalement, c'est plus la manière dont ils jouent. L'année dernière, on avait une équipe qui était très jeune. Le but, c'était de courir, 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 créer de la transition, et essayer de faire la différence sur transition. Donc, c'était une des équipes à la fois les plus rapides de la ligue, et en plus, l'une des plus prolifiques sur transition. Cette saison, on a une des équipes les plus lentes de la ligue et du coup qui a très peu de transition et fatalement donc qui fait très peu de différence là-dessus. Alors ça, c'est dû déjà à l'arrivée de Chris Paul qui met plus de jeux placés en place. C'est aussi dû à Victor qui joue de plus en plus au post-up. Il y a beaucoup plus de pick and roll aussi chez les Spurs. Donc on attend vraiment, on laisse tourner l'horloge, on met en place plus des systèmes avec des écrans. En fait, tactiquement parlant, on est sur un niveau supérieur quand même à ce qui se faisait la saison dernière. Par contre, le problème, c'est qu'on a perdu donc cet aspect transition. Ça te limite beaucoup sur ta productivité en attaque. Et pareil, en fait, le fait que les shooters soient pas capables de marquer autour de Victor et que Victor lui-même aussi soit limité, il puisse pas vraiment marquer autant qu'on le voudrait, ça plombe vraiment l'attaque des Spurs. J'attends de voir ce que ça donnait avec le retour de Vassell, parce que c'est vraiment le joueur qui apportait le plus de spacing aux Spurs, en plus de Victor, et c'est le joueur qui exploite le mieux la synergie avec Victor. Je pense qu'on verra plus de choses en termes d'organisation, de tactique, etc., une fois qu'il sera revenu, parce que c'était son partenaire de pick and roll privilégié. N'empêche que effectivement, on peut dire c'est décevant, parce que on comprend l'intérêt des Spurs, voilà, à jouer plus en post-up, à jouer plus avec Chris Paul qui pose le jeu, mais cette perte de résultats offensifs, voilà quoi, elle est vraiment inquiétante. C'est ça. Je pense que tu as tout résumé dans le sens où tu sens l'évolution tactique concrète, c'est-à-dire que tu veux ralentir ta pace, tu veux construire du jeu demi-terrain autour de Victor qui semble être finalement une arme absolue, notamment sur cet aspect du jeu. Là où lui aussi, ça l'arrange aussi peut-être de ralentir un petit peu, ça le sollicite un peu moins sur ses courses. Et tu sens que demi-terrain, l'alchimie commence à prendre. On avait des doutes en début de saison, là, sur les 2-3 derniers matchs. Tu sens qu'avec Chris Paul, l'alchimie commence aussi à se créer petit à petit, notamment autour du pick and roll, ce qui commence à devenir intéressant. Le réel problème, tu l'as dit, c'est autour du shoot à 3 points, qui est tout simplement catastrophique sur ce début de saison, que ce soit pour Victor et pour les autres. Pour donner des stats un peu brutes sur le début de saison, Victor, il faut pas non plus prendre pour acquis ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que après cette match, il est déjà à 19 points de moyenne avec plus de 10 rebonds, 3 passes. Là où le bas blesse, c'est plus sur les pourcentages. Il y a 42% au shoot avec 22% à 3 points, surtout avec un volume assez important. Là où, entre guillemets, il est coupable de prendre autant de shoot à 3 points, mais il n'est pas le seul responsable, c'est qu'avec l'absence de Devin Vassell et ses coéquipiers autour qui sont incapables de mettre un shoot à 3 points, ça lui donne d'autant plus de responsabilités offensives sur ses épaules, déjà que finalement,
les responsabilités défensives lui appartiennent limite à 100%. En plus, avec l'absence de Swan qui arrive, je pense que la défense risque de prendre aussi un coup. Donc il va falloir être patient. Encore une fois, il n'est pas pressé du côté des Spurs. L'objectif n'est pas de jouer la bague cette année, c'est de mettre encore des choses en place. Et en ce sens, on va essayer d'établir ça des deux pendants. On va parler un petit peu de l'arrivée des vétérans, de Barnes et de Paul qui ont rejoint l'effectif des Spurs cet été. Comment tu sens cette intégration? Est-ce que tu vois une réelle plus-value? Est-ce que tu vois encore des choses qui doivent être améliorées à développer dans le jeu? Comment tu le ressens, toi, l'intégration de ces deux joueurs vétérans? Ah, déjà, Chris Paul, tu vois, qui est un petit peu le mec sur lequel on a mis la lumière pendant l'intersaison, c'est vraiment, je pense, un très bon ajout pour les Spurs. Offensivement parlant, tu vois qu'il apporte beaucoup de choses dans le jeu. Sur les pick and roll, tu en as parlé. De manière générale, en fait, il place le jeu beaucoup mieux. Quand tu parles aux joueurs des Spurs, t'expliques que c'est lui qui leur dit un petit peu où se placer en attaque, où se placer en défense. En fait, il a vraiment un leadership sur le terrain qui est très important. Et ça, c'est le plus gros truc avec Chris Paul, c'est le côté mentor. Il a dit, je viens pour jouer, pas pour faire les mentors. Au final, c'est un super, super mentor. Il est très impliqué dans ce rôle-là. En fait, tu le vois tout le temps sur le bord du terrain, donner des indications, aller parler aux joueurs. Quand il est sur le terrain, il les place. Et tous les joueurs t'expliquent en fait que c'est le deuxième coach. Même des fois, tu vois que Pop veut aller parler à un joueur, mais Chris Paul veut aussi lui parler. Et Pop s'efface parce qu'il sait que parfois Chris Paul est plus qualifié que lui pour aller parler à un joueur et lui expliquer ce qu'il faut faire de mieux, ce qu'il faut faire de différent. Donc il y a un apport en termes de mentorat qui est immense. Donc ça, je suis très très content pour ça. Maintenant, il y a quand même une part de négatif. Pour moi, Chris Paul, c'est la défense. Depuis le début de la saison, on voit qu'il est très, très ciblé par les équipes adverses parce que c'est le joueur le plus petit de l'effectif dans le starting five, parce qu'il est vieux, il manque de mobilité. C'est plus un joueur défensivement élite. Donc, fatalement, quand tu as Victor et Chris Paul devant toi, tu veux créer le décalage pour te retrouver face à Chris Paul plutôt que face à Victor Wembanyama ou face à Chris Paul plutôt que Jeremy Sohan, qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue à l'extérieur. Donc fatalement, ça pose problème. Maintenant, tu l'as dit, le but, c'est pas tant de gagner des matchs, c'est plus de développer les jeunes. Et du coup, si on regarde avec ces lunettes-là, ce qu'apporte Chris Paul, je trouve ça vraiment très, très positif. Et pour Barnes, je pense qu'il faut se rappeler que la raison pour laquelle Barnes arrive à San Antonio, c'est même pas le fait que les Spurs le voulaient. C'est que les Kings voulaient dump son salaire. Eux, ils avaient l'opportunité de récupérer un second tour de draft là-dedans. Donc, ils l'ont fait. Et au passage, ils récupèrent Barnes, qui, je trouve, apporte aussi quelque chose à l'équipe. Il apporte du spacing, il apporte un shoot fiable. Défensivement, il est très honnête depuis le début de la saison. C'est pas merveilleux, mais il fait son travail. En fait, tu as eu un bon 3D, plus ou moins gratuitement, qui apporte aussi quelque chose d'important en termes de mentorat. Les joueurs le disent aussi. Barnes, il est là depuis longtemps. À l'entraînement, il est très présent, il est très vocal. Donc c'est pareil en termes d'expérience pour les jeunes. C'est une super nouvelle. Donc globalement, je dirais que c'est très très positif pour l'évolution globale de l'équipe. Même si sur le jeu, il reste des défauts, c'est largement compensé par l'impact qu'ils vont avoir sur le futur des Spurs. Ouais, ouais, c'est évident, ouais. Et de toute façon, encore une fois, cette équipe sera jugée aussi à 100% au complet. On a trop, je pense, tendance à oublier que l'absence de Devin Vassell, au-delà d'être un réel problème pour Victor, est un problème pour le collectif des Spurs. On sait quelle palette offensive il peut avoir. Lui aussi, il y a du taf sur la régularité. On l'a vu la saison passée, mais il y a eu aussi un développement de son côté. Donc, on a hâte de voir son retour. Avant de parler de l'intégration des rookies, moi, je voulais revenir rapidement aussi sur le début de saison de Jeremy Sohan. T'en as parlé, c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs et sur les lignes extérieures depuis le début de saison. Après 7 matchs joués, il y a aussi un énorme développement offensif. Il tourne à presque 15 points et demi par match. Il prend plus de 7 rebonds. Il y a toujours ses 3 passes. Euh, de toute façon, Jérémy, on va pas lui demander de shooter à 3 points sur un court volume. Pareil, au lancer franc, il y a du taf. Mais globalement, on sent que lui aussi a passé un step cet été, que ce soit dans le travail physiquement. Moi, je le trouve très, très, très en forme sur ce début de saison. Défensivement, il a pas peur d'aller bousculer les meilleurs joueurs adverses, notamment sur la ligne extérieure. Et puis, tu sens qu'il y a une réelle alchimie qui serait avec Victor. C'est-à-dire que quand les deux se retrouvent l'un à côté de l'autre en défense, personne n'y va. C'est-à-dire que dans le côté, comment dire, repli défensif, on en a parlé physiquement, le mec est en jambes et Victor, on sait qu'il a la capacité de faire les efforts. On sent que c'est deux joueurs qui limite
cherche d'avoir un peu plus de recul. Moi, c'est des éléments qui me marquent, d'avoir limite 1 à 2 mètres de recul sur les joueurs qui vont aller pénétrer pour aller scotcher derrière. Et même derrière, il y a une vraie menace défensive. Comment tu le ressens, toi, cette progression de Jeremy Sohan sur ce début de saison? Est-ce que tu l'imaginais à ce niveau-là? Et quels seraient encore les axes de développement que tu attends, notamment peut-être, je sais pas, balle en main sur ses cuts? Bah, en fait, défensivement, je suis pas surpris parce qu'il faisait déjà plus ou moins la saison dernière. Hem, Là, sur le début de la saison, ça se confirme, juste il est tout le temps sur, une star, et en fait, c'est le joueur que tu envoies sur ton meilleur joueur adverse et effectivement, tu parles de la synergie avec Victor. Bah, c'est vrai qu'elle est hyper impressionnante parce que d'un côté, on a Victor qui souvent défend bas, près du cercle et empêche ses équipes d'aller au panier et en plus, quand tu as Jérémy Sohan qui est sur la ligne extérieure et qui peut défendre de manière très agressive parce qu'il sait qu'il y a Victor derrière lui, c'est monstrueux. Du coup, le fait d'avoir Victor derrière lui, ça décuple son potentiel et pareil pour Victor, le fait d'avoir Jeremy Sohan devant lui, ça lui permet d'avoir la vie beaucoup plus facile. Donc les 2 sur le terrain ensemble, on a un des meilleurs duos de défenseurs de la ligue, clairement et je pense que l'avenir défensif des Spurs, c'est cet axe-là avec, Sohan qui défend le porteur de balle et Victor qui défend, principalement le panier. Donc là, franchement, je suis même pas impressionné parce que je le savais, mais je suis vraiment très, très content de ce que je vois défensivement et offensivement, j'ai envie de dire, là, c'est tout le paradoxe, c'est Jérémy Sohan. C'est quand on regarde les stats, on voit qu'il fait un bon début de saison. Alors, il n'est pas encore super, super efficace, mais ça fonctionne, en fait. Et en fait, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'il est beaucoup plus incisif sur ses cuts, il est beaucoup plus impliqué dans les pick and roll, il fait les bonnes lectures de jeu. Puis tout ça, c'est aussi venu du fait qu'il est replacé dans son rôle naturel, qui est cet ailier polyvalent, principalement défensif, et qui sert plutôt de connecteur quand il est à la passe, qui sert de poseur d'écran, mais qui peut aussi porter la balle sur pick and roll. En fait, tu demandes de faire un petit peu tout, il le fait bien, et il s'adapte en fonction de la situation, en fonction du match-up. Et ça, il le fait super, super bien. Il y a pas de souci. Le paradoxe Sohan, c'est on va pas lui demander de shooter, mais quand il shoote pas, ça pénalise l'équipe parce que autour de lui, le spacing réduit, le pivot adverse, il va rester plus bas dans la raquette. Quand il va défendre, ça va être plus en drop coverage, en laissant, Jeremy Sohan tout seul en corner. Donc ça, c'est un problème pour ses coéquipiers et le paradoxe Sohan, c'est justement que d'un côté, il impacte négativement son équipe par rapport à ça. Il y a des joueurs qui ont perdu un rôle principal à cause de ce genre de défaut. Jarred Vanderbilt, quand il est arrivé aux Lakers, ultra important en saison régulière, placé dans un rôle central. On arrive en playoff, relégué dans un rôle plus secondaire parce que tu vois que le manque de tir pénalise trop l'équipe. Jérémy Swan, on peut se poser cette question-là. Mais c'est un joueur qui arrive à s'impliquer dans le pick and roll, qui arrive à s'impliquer du coup dans les rebonds, il est très présent en rebond offensif. Il s'implique dans tous les petits secteurs et du coup, il est présent dans l'action, même quand il a pas de shoot et même quand il est laissé un petit peu ouvert. Donc il y a tout ce paradoxe-là qui est OK, il fait un bon début de saison, mais c'est parce qu'il a plus d'espace que les autres et en même temps, ça a un impact négatif sur les autres. Mais en même temps, c'est pas un joueur, qui te pénalise tant que ça à ce niveau-là, parce qu'il est capable de s'impliquer différemment. Donc c'est très, très compliqué d'évaluer Jeremy Sohan offensivement et évidemment, ce qu'on attend de sa part, c'est qu'il soit capable à un stade peut-être de tirer, parce que s'il tire un jour, s'il est capable de shooter à 3 points et qu'il est une menace à 3 points, on passe d'un joueur qui est juste une très bonne boîte à outils à, je pense, un vrai all-star, à, la troisième option, mais sereine des Spurs pour l'avenir. Mais ça, je sais pas si ça viendra parce que quand on regarde, c'est la 3e saison de Jérémy en NBA, c'est toujours pas là. Il y a un moment donné, il faut peut-être, tempérer ses attentes. Là, je pense que le fait que son volume est baissé à ce point, c'est aussi un aveu des Spurs de dire: «Bon, peut-être qu'il sera jamais un shooter, on va essayer de l'impliquer différemment». Donc c'est très paradoxal, c'est très compliqué. C'est mon joueur préféré de cet effectif des Spurs, mais c'est tellement dur de l'évaluer, c'est tellement frustrant en attaque parce que tu as l'impression qu'il peut tout faire, sauf ce qui est devenu le plus important en NBA. Donc voilà, c'est une galère franchement. C'est rigolo parce que j'ai vraiment l'impression que si on remplaçait là ce que les dernières phrases que tu viens de dire, si on remplaçait Jeremy Sohan par Ben Simmons, j'ai l'impression que c'est copier-coller. C'est C'est un un peu ça, pro hein. c'est un prototype de joueur en fait qui semble en même temps hyper adapté à la NBA moderne, dans le sens où ils sont capables de défendre sur beaucoup de postes différents, mais pas du tout adapté à la NBA moderne parce qu'ils sont incapables de shooter et limite deviennent vraiment une réelle problématique. Tu parlais de Jarred Vanderbilt, c'est typiquement ça, tu vois? Donc c'est rigolo de voir, enfin rigolo, c'est c'est fou de voir ce contraste qui existe, dans ces joueurs-là. Après moi je pense que sur l'aspect, entre guillemets, «purement Dennis Rodmanesque», c'est des joueurs qui peuvent quand même être utiles dans un effectif, notamment un effectif jeune. Après tout dépendra aussi de quelle pièce tu vas adjoindre à ce genre de joueur parce que forcément tu te mets une épine dans le pied à partir du moment où tu as Jérémy Sohan et tu as
4 joueurs, là je mets de côté un petit peu Victor, mais 3 joueurs qui sont incapables de rentrer des tirs à 3 points depuis le début de la saison, ça devient vraiment problématique. Là où je te rejoins sur le côté Jérémy Sohan, vrai coup de cœur du début de saison, moi j'ai aussi en tête le côté un petit peu bif qu'il essaie d'entretenir avec Houston. C'est un mec cool, Sohan, en fait. C'est j'utilise le terme Dennis Rodman, c'est que tu sens qu'il y a aussi cette inspiration dans les couleurs de cheveux, dans l'attitude, dans la façon de parler, dans la façon de s'exprimer. C'est un joueur qui est aussi hyper libre et c'est aussi pour ça que ça matche très bien avec Victor, c'est que tu as un petit peu l'eau et le feu et je trouve que du coup, tu as une vraie alchimie qui se crée. Donc vraiment, je souhaite que ces deux puissent rester longtemps sous le maillot des Spurs. Mais bon, bref, ça, ce ne sont que des souhaits personnels. On va parler d'un joueur qui, lui, fait ses débuts en NBA sur un volume de jeu assez bas. Je crois qu'il n'a joué que 5 matchs depuis le début de saison. Il tourne à peu près entre 15 à 20 minutes par match. Parlons de Stephen Castle. Alors, ça sert à rien de parler purement statistique parce que c'est un joueur qui s'intègre dans la NBA, qui a un volume de shoot assez bas. Toi, dans le système Spurs et dans sa rotation sur les lignes extérieures, comment tu jauges un petit peu ce début de saison de Stephen Castle? Stephen Castle, ouais, depuis le début de la saison, je pense que c'est un peu au-dessus des attentes. C'est-à-dire que, offensivement parlant, on savait qu'il serait pas très présent. Il apporte pas grand-chose en termes de scoring. En termes de création, ça reste limité, mais on savait que c'était pas déjà, un meneur pur, et deux, un joueur qui était prêt à vraiment créer en NBA. Et puis, il a un rôle faible dans cette attaque des Spurs, donc fatalement, il apporte pas grand-chose. Mais ça, on le savait. Ensuite, défensivement parlant, c'est pareil, on savait qu'il serait bon, mais je pense à ce point, pas du tout. C'est-à-dire que c'est le joueur qui va relayer Jeremy Swan souvent sur le meilleur joueur adverse, parce qu'on a l'impression que Pop considère que c'est le deuxième meilleur défenseur extérieur des Spurs. Donc tu vois, le match contre les Mavericks, le tout premier de la saison, Mm. le tout premier de sa carrière en NBA, il se retrouve confronté à Kyrie Irving, confronté à Luka Doncic, et le mec les suit très très bien, parce qu'il est super mobile, parce qu'il est intelligent, parce qu'il lit bien ses attaquants. Donc en fait, Castle, défensivement parlant, il est en train de devenir l'une des pièces maîtresses des Spurs. Donc je pense que, tu vois, il y a un avenir dans lequel il peut se développer offensivement. Il bosse avec Chris Paul, il bosse dans l'une des meilleures organisations de la NBA. Donc tu sais que c'est pas grave si il est pas prêt dès sa sortie de fac. Le fait qu'il joue 20 minutes par match sur sa saison rookie sous Greg Popovich, c'est quand même un très bon indicateur de la confiance que les Spurs ont en lui. Et voilà, défensivement, vraiment, c'est un joueur qui m'a bluffé sur le début de saison. Et je pense qu'il va apporter quelque chose de fou. Si jamais un jour il est capable d'apporter aussi offensivement, il faut se dire que la défense, Jérémy Sohan, Victor Wembanyama, Stephen Castle, c'est monstrueux. Il y a très peu d'équipes en NBA qui, je pense, ont ces profils de joueurs qui sont réunis et qui peuvent se permettre d'aligner une défense qui est aussi mobile et qui est aussi forte. Donc, je pense que vraiment le futur pour Castle, c'est fou. Cette saison, faut pas trop s'attendre à ce qu'il contribue, à ce qu'il change trop les choses, etc. Même si défensivement, il aura ses moments. Mais à long terme, ce que Castle montre, je trouve, c'est très, très rassurant. Et vraiment, je suis très enthousiaste pour la suite. Ouais, c'est vrai qu'ils montrent de très belles choses défensivement, mais c'est rigolo parce qu'on en parlait avec aussi des copains de Valley Hoop là. On a vraiment une classe de draft où tu sens que une grande partie des joueurs qui ont été draftés sont vraiment prêts défensivement. Qu'il y a vraiment beaucoup de taf à faire offensivement. Il y a beaucoup de diamants bruts à polir. Mais tu vois, on parlait un petit peu des Français, on parlait d'Alexa, on parlait même de Tidiane qui a montré de belles choses. On parlait même sa deuxième année de Bilal. Tu sens que c'est des jeunes joueurs qui sont beaucoup plus prêts défensivement. Là où paradoxalement, la NBA est quand même un jeu limite de joueurs élites offensifs. Et du coup, c'est assez agréable de voir ces jeunes joueurs arriver avec déjà de réelles capacités défensives. Sur le temps de jeu pur et net de Stephen Castle, est-ce que le fait qu'il ait autant de temps de jeu n'est pas aussi lié à l'absence de Trey Jones? Et est-ce que, selon toi, le retour de Trey Jones va être aussi un petit peu synonyme de réduction de temps de jeu de Castle ou pas du tout? Bah, je pense que là, tu vois, le fait que Jérémy Swan soit blessé, ça va augmenter son temps de jeu, qui risque de rebaisser légèrement ensuite avec le retour ouais, de Trey Jones, mais aussi le retour de Devin Vassell, parce que c'est des minutes de backcourt, donc fatalement, t'es limité à un stade, il faut faire des choix. Ensuite, dès le départ, dès le début de la saison, il avait quand même un temps de jeu conséquent. Il a toujours tourné depuis le début autour de 20 minutes. C'est même contre Dallas, quand Trey Jones était là, il était autour de 20 minutes. Donc je pense que juste il y a la volonté des Spurs de le laisser jouer parce qu'ils veulent que le joueur se développe, parce qu'ils veulent qu'il grandisse, qu'il joue avec Chris Paul. Donc je pense qu'il va continuer à garder le temps de jeu.
Maintenant, voilà, faut voir en fonction des blessures comment ça va changer. Je pense fatalement Vassell, Trey Jones, ça baisse son volume. Mais là, ouais, le fait qu'il y ait pas Sohan, je serais pas surpris qu'il soit intégré dans le 5 majeur pour le remplacer temporairement. Ouais, ouais, bah carrément, hein, pourquoi pas. Hein. De toute façon, quand tu vois le taf que fait à côté de Julien Champagny, etc., peut-être un peu plus complexe. C'est pas des joueurs dont on a forcément envie de parler dans cette vidéo. On va faire un petit point sur quelque chose qui a touché un petit peu le monde de la NBA aussi ces derniers jours, qui nous tient un petit peu en haleine, c'est l'état de santé de Coach Pop. Euh, alors, il y a eu un tas d'informations et de désinformations qui sont sorties. C'est Shams qui a relayé l'info, je crois, en premier. On a parlé à un moment donné de fatigue, on a parlé de choses peut-être potentiellement plus graves. Toi, globalement, qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu sur l'état de santé actuel de Pop? Bah, en fait, on l'a vraiment appris directement des Spurs, c'est-à-dire qu'on était dans la salle de presse, on attendait Pop, et là, un gars des Spurs qui est très proche de Pop arrive et nous dit Pop viendra pas, il se sent pas bien. Voilà, c'est vraiment la terminologie. Il dit il se sent pas bien. Ce soir, c'est Mitch Johnson qui va coacher, donc c'est lui qui va vous parler. Johnson arrive, il confirme, il se sent pas bien. Il explique qu'en fait, il a appris environ 2h30 avant le match, quelque chose comme ça, qu'il allait coacher ce soir-là. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu euh, voilà, enfin quelque chose qui les a pris au dépourvu à la dernière minute. Mais quand les Spurs ont dit ça et quand on a parlé à Johnson, il avait pas l'air inquiet. Et de manière générale, en fait, bon, Shams majoritairement relaie finalement les informations qu'on a de la part des Spurs. Les Spurs ont annoncé qu'ensuite ils viendraient pas sur le road trip, mais il y a un contraste quand même entre les médias locaux et les Spurs et ce que dit Shams Charania. C'est-à-dire que quand la question a été posée à Johnson de savoir si Pop reviendrait, il a dit il est plutôt en forme, tu vois, il est en good spirits, il a dit en anglais. Euh, Ça va aller pour lui et il va revenir. Donc clairement, tu vois, c'est l'objectif, c'est de dire il va revenir, c'est pas très grave, c'est temporaire. Quand tu parles aux joueurs, c'est pareil, ils disent on n'a pas parlé à Pop, mais bon, globalement, il y a la sensation qu'il n'y a pas d'inquiétude aux Spurs par rapport à ça. Est-ce que c'est juste le côté média ou est-ce que c'est vrai? C'est dur à dire parce que il y a toujours des équipes qui font un peu semblant, qui jouent le jeu, qui veulent pas inquiéter les gens. Mais n'empêche qu'on a la sensation que ça va du côté des Spurs. Il y a les journalistes locaux qui disent tous que des sources qu'ils ont eues, euh, ça va aller, Pop a surtout besoin de repos, et c'est pas quelque chose de grave. Donc moi, je serais plutôt tenté de penser que c'est pas quelque chose de grave. Ensuite, il y a quand même un décalage entre la manière dont là, cette absence est traitée par rapport à ses autres absences les saisons dernières. Tu vois, il a déjà manqué des matchs, par exemple en 2022-2023, à cause de maladie. Il a déjà manqué des matchs il y a une dizaine d'années parce qu'il avait été opéré du cœur. À ce moment-là, ça avait été quand même assez clair. Il y avait une certaine transparence. On avait des informations et c'était clair que il serait absent pour tant de matchs. Il reviendra ensuite. Là, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Il y a plus de flou qui est entretenu et on sait vraiment pas ce qui se passe autour de Pop. Donc, il y a matière quand même à s'inquiéter. Et Shams Charania, effectivement, qui publie cette news comme quoi Pop apparemment a eu un vrai problème de santé et il y a des inquiétudes chez les Spurs. Mais en fait, là où je prendrai des pincettes, c'est juste que depuis que je suis à San Antonio, j'ai remarqué que Charania, globalement, il prend les news que tout le monde a autour de San Antonio et il les grossit un petit peu. C'est-à-dire, ouais, Victor Wembanyama, il est managé par rapport à sa cheville. D'ici tant de matchs, ça devrait revenir normalement. Popovic, tu vois, à ce moment-là, il avait dit tant de semaines. Et en fait, lui, il fait semblant, je sais pas, peut-être qu'il a une vraie info supplémentaire, mais il précise juste un tout petit peu ce truc-là, et ça donne l'impression que c'est approximatif. Et tout ce qui est publié depuis un moment autour des Spurs, c'est beaucoup ça. Donc, moi, ce que je dirais, c'est, faut pas trop se fier à Shams Charania. Les Spurs et la presse locale sont plutôt rassurants. Faut juste trouver un juste milieu où, honnêtement, on sait pas ce qu'il a. On sait pas dans combien de temps il reviendra. Les Spurs sont rassurants. Les médias internationaux sont inquiétants. Donc maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est quelque part au juste milieu? Est-ce que quelqu'un nous ment? Mais juste, on ne sait rien et il faut attendre de voir comment ça va se dérouler. Donc là, je pense que déjà, le retour des Spurs à San Antonio, demain, du coup, jeudi, on va pouvoir poser la question, on en saura plus. Mais d'ici là, voilà, c'est vraiment le mystère total. Je pense qu'il n'y a pas de danger de... Je dis ça un peu au pif, hein, je vais être honnête. Il n'y a pas de danger de mort ou quoi que ce soit. Certes, Pop est vieux, mais je pense qu'on n'en est pas là. Ensuite, la grande question pour moi, c'est plus de savoir à quel point ça va impacter la suite de ses carrières. Est-ce qu'il estime encore être suffisamment en forme pour entraîner les Spurs? Un, jusqu'au bout de la saison. Deux, plus loin. Est-ce que ça va pas précipiter un petit peu la succession? C'est pareil, c'est encore une fois, on n'en sait rien, c'est que de la spéculation. Donc voilà, c'était pas super utile, mais c'était pour dire, on a plein d'éléments qui viennent de partout. On peut pas s'accrocher à une certitude. Il faut juste attendre de voir comment ça va se jouer. Non, mais c'est super intéressant
d'avoir entre guillemets quelqu'un sur place qui puisse aussi apaiser les informations qu'on a nous en France, où bah tu l'as dit, hein, il y a eu 15 000 infos qui se sont relayées. Un jour, c'était Pop qui était un peu malade, limite il avait une angine, il était au lit. Le lendemain, c'était dramatique. Donc écoute, on attend des infos, on attend des news de ce côté-là. Mais c'est sûr que il y a plein de choses qui rentrent en compte avec Pop. On sait que les Spurs, c'est son équipe. On sait qu'il a voulu aussi prolonger avec l'arrivée de Victor et que potentiellement un départ anticipé pourrait remettre en parallèle plein de choses. On n'y est pas, mais forcément, on y arrivera un jour, le jour où la transmission, entre guillemets, du coach se fera, qui reprendra la suite de Pop. On espère en tout cas le voir sur le banc des Spurs le plus longtemps possible et le plus en forme possible. Et dans tous les cas, c'est surtout ça le plus important, c'est la santé, que ce soit sur le banc des Spurs ou en tout cas avec sa famille. On lui souhaite du bien, hein, coach Pop. Pour terminer cette vidéo, Ben, je voulais qu'on fasse un petit point sur les projections. Alors déjà, à très court terme, nous, comme on vient de dire en début de vidéo, on enregistre un mercredi. La vidéo est sortie du coup ce jeudi-là. Donc, on n'a pas le résultat de Houston à vous proposer. Mais les Spurs partent sur un road trip de 5 matchs avec Portland, Utah, Sacramento, Washington et les Lakers. Il y aura des duels avec franco-français. On a hâte de les voir avec Alexar et Bilal contre Washington. Toi, globalement, déjà dans un premier temps, est-ce que tu vas partir en voyage avec les Spurs sur tel ou tel match? Et globalement, qu'est-ce que tu attends un petit peu de ce road trip? Est-ce qu'on risque d'y voir un peu plus clair ou est-ce qu'avec les absences, encore une fois, faut prendre les matchs à la légère et pas s'attendre à grand-chose à la fin de ce road trip? En fait, je pense que ton truc est inversé parce que justement, c'est l'inverse. C'est les Spurs qui reçoivent là pendant 5 matchs. Ils reviennent de road trip. Donc là, on va avoir pas mal de matchs à domicile, à commencer par les Blazers du coup. Et je trouve que justement, enfin, le calendrier est quand même beaucoup plus clément que sur le début de saison. Blazers, Jazz, c'est deux équipes qui sont complètement à portée, surtout le Jazz que tu as déjà battu. Les Wizards aussi. Et ensuite, tu as les Kings et les Lakers qui sont des match-ups dans lesquels, du coup, en face de toi, techniquement, tu as des meilleures équipes. Mais c'est moins inatteignable que le Thunder, par exemple. Le Thunder, c'est vraiment une catégorie au-dessus. Donc, je pense que là, on peut commencer à avoir plus de victoires pour les Spurs. Maintenant, ça dépend, du retour de Devin Vassell. On nous a dit qu'il devait revenir début novembre. On est début novembre, on sait encore pas tout à fait quand est-ce qu'il va revenir. Jeremy Swan, quel impact ça aura qu'il soit plus là? Trey Jones, c'est ce qui revient aussi. Toutes ces questions-là qui font qu'on ne sait pas exactement quoi attendre. Ensuite, je pense que c'est vraiment important, là, ce stretch de match pour les Spurs. Parce que tu l'as dit très bien au début de la vidéo. On attend de voir quand même ce qui va se passer pour savoir ce qu'on va faire à plus long terme. Je pense qu'il y a une vraie possibilité que si les Spurs perdent ces matchs et perdent les suivants, commencent à se dire, les gars, soyons réalistes, on fera pas le play-in, on fera pas le play-off. Il faut tanker. On veut un gros pick à la draft et que ça change la direction de la saison. Et je pense qu'il y a une vraie chance que les Spurs prennent cette direction-là parce que si moi j'étais le GM des Spurs, je ferais ça. Je tankerais à mort pour récupérer un meilleur joueur. Et je pense que c'est ce qu'ils devraient faire, c'est ce qu'ils ont intérêt à faire sur le papier. Même si les gens veulent pas voir ça, bah, évidemment, c'est dégueulasse à chaque fois, mais c'est ce qui te donne le plus de chances de gagner à long terme. Donc je pense qu'il y a de vraies chances et je pense que du coup les résultats à court terme vont impacter ça. Et ça, de toute façon, tu l'as déjà dit, hein, vraiment. Je pense que s'ils gagnent, ils peuvent se dire qu'ils ont une chance de faire le play-in, les playoffs. Si ça les intéresse vraiment, soyons fous, peut-être qu'ils vont le faire, même si ça leur apporte rien en théorie de plus. Ça fera toujours de l'expérience et ça donne de l'espoir aux fans, ça satisfait Victor, etc. Mais je pense surtout que s'il y a des défaites, ça prend l'autre direction. Donc vraiment, c'est très intéressant. Il faudra voir les résultats de ces matchs-là. Et surtout contre les équipes en reconstruction, parce que ces matchs qui sont très gagnables à la base, c'est la clé si tu veux jouer les play-in ou le play-off, c'est de battre toutes les équipes qui sont à moins de 50% de victoire. Parce que sans ça, à mon avis, si t'es les Spurs, en fait, tu iras nulle part. Tu peux pas te dire, je vais battre le Thunder, je vais battre les Mavericks, je vais battre telle équipe. Non, il faut que tu battes ces équipes-là en priorité. Sinon, il y aura pas de résultat, c'est clair. Ouais, ouais, c'est évident, c'est évident. Et puis, je pense qu'aussi individuellement, on attend de voir et je pense que lui-même aimerait montrer quelque chose. Je parle bien évidemment de Victor parce que même dans le cas où les Spurs, et comme tu le dis, moi aussi, je te suis là-dessus, j'aimerais bien, pas qu'ils tankent, tu vois, mais qu'ils visent plutôt la draft et qu'ils soient patients une année supplémentaire. Il y a aussi pas mal de choses à prendre en compte, notamment, on émet le message rapidement, mais une sélection potentielle à un All-Star Game, euh, des All-NBA teams qui étaient envisagés en début de saison, son classement sur le Deep Boy, il y a plein de choses aussi qui rentrent en compte.
si les Spurs baissent les bras dès début novembre, je pense il peut rayer pas mal de lignes à ce CV pour cette saison. Et puis globalement, il faut quand même être patient. C'est-à-dire que s'il n'est pas All-Star cette année, il le sera l'année prochaine avec une équipe plus compétitive. Donc soyons patients côté Spurs. Attendons le retour des blessés, attendons le retour de Pop. Mais en effet, essayons déjà de battre Portland et Utah, ce serait déjà pas mal, quoi. Ce serait déjà C'est pas ça. mal. Bah écoute, Benjamin, je te remercie. C'était vraiment bien cool de faire ce petit point autour des Spurs sur ce début de saison. On aura sûrement l'occasion de se faire un petit bilan d'ici quelques temps. Sur ce, bah écoute, je te souhaite une très bonne journée, très bonne fin de journée, très bonne suite par rapport au match qui arrive. Bon courage avec le nouveau corps présidentiel. Et j'espère que toi, de ton côté, il y aura pas trop de difficultés par rapport à ça. Et puis en tout cas, on continue à te suivre de près. N'hésitez pas encore une fois à aller suivre Benjamin sur les réseaux, liker son contenu, que ce soit sur Rivers. J'ai vu qu'il y avait aussi un autre contenu qui était de retour aussi côté Rivers, Mook Deep, si je dis pas de bêtises. C'est ça, voilà, mon podcast qui est de retour aussi. Donc, au plaisir de t'accueillir dedans, Armand de la saison aussi. Comme ça, on fait les échanges. Et puis, voilà, moi, juste, j'ajoute merci pour l'invitation. Et puis, suivez Coast to Coast, tout simplement. Mais écoute, avec grand plaisir, merci, c'est bien cool. En tout cas, vous aussi, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce début de saison des Spurs. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on en fait pas assez? Est-ce que Victor est déjà le GOAT ultime de cette ligue? Et sinon, pourquoi? Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à très très vite. Allez, ciao!